Bonjour et bienvenue sur Les Copines d'abord, le podcast qui replace l'amitié au cœur de nos conversations, de nos vies et de nos luttes. Je suis Claire. Et je suis Céline, et un mercredi sur trois, on te propose de repenser ta vision de l'amitié. Dans chaque épisode, on échange autour d'un thème qui impacte d'une manière ou d'une autre nos amitiés pour tenter de se défaire des réflexes qui nous font reléguer ces relations au second plan dans nos vies. Car on sait qu'elles sont nécessaires et ont le pouvoir de changer la société grâce à la force et à la joie qu'elles contiennent. Il est donc temps que nos amours amicales prennent enfin plus de place. Je me faisais la réflexion récemment qu'il y a un petit peu cette croyance que être un bon ami, c'est bien connaître, la personne avec laquelle on est ami. En lien avec ça, bah, forcément, je me suis demandé ce que c'était que bien connaître son ami et est-ce que ça a pas à voir un peu avec, finalement, tout un tas d'étiquettes qu'on va coller sur le front de notre ami et on va se dire: «Bon, bah, voilà, il ou elle est comme ça» et donc on va anticiper ses réactions et par rapport à des choses qu'on a pu, voir dans le passé. J'ai été amenée à me dire que mes amis doivent avoir a priori une sorte de portrait de moi et que probablement que ce portrait, entre un ami et un autre ami, bah, il est un petit peu différent. La grande question finalement, c'est de savoir, bah, qui est-ce que je suis, pour mes amis? Voilà. Je sais pas si tu y as déjà réfléchi toi, Claire, mais Est-ce que du coup c'est un portrait en puzzle ou tu rajoutes des pièces de puzzle à chaque fois que tu en récupères? Ça, d'une part, c'était une des choses qui m'est venue à l'esprit en t'écoutant et aussi, à quoi ça tient en fait de bien connaître un ami? Est-ce que, si je connais les moments les plus durs, que tu as traversés dans ta vie, mais que je suis pas en mesure de dire, c'est quoi ton plat préféré et le nom de ton premier animal de compagnie. Est-ce que je suis une moins bonne amie que quelqu'un qui saura, faire ton portrait chinois les yeux fermés? Pas de réponse à cette, question, mais ça pose un peu la question d'à partir de quand finalement on est amis, à partir de quand on connaît ses amis. ce que tu viens de dire là, ça amène presque à une hiérarchisation des connaissances qu'on peut avoir d'une personne. Qu'est-ce qui est le plus important? Effectivement, connaître la couleur préférée de quelqu'un ou savoir que quand on lui dit ça exactement, ben, cette personne est blessée. Mmh mh. J'avoue que j'ai un avis sur la question, mais Oui. Vous êtes amis, si tu es capable de dire, son plat préféré, sa couleur préférée, son animal totem. Je crois que ça a été un peu, modelé par, la représentation de l'amitié dans certaines représentations culturelles, en fait, certains médias. J'ai l'impression là, comme ça, c'est un peu spontané, mais j'ai l'impression que souvent c'est représenté un peu comme ça. dans quel sens? Ben, souvent, genre, je sais pas, une grande déclaration d'amitié à base de, «Je sais, que, ton animal totem, c'est la loutre parce que, quand tu étais petite, tu es tombée dans un ruisseau». Enfin, tu vois, des trucs comme ça et genre oui, mais tu sais quand même pas, par contre, qu'à chaque fois que tu me fais cette remarque que tu trouves anodine et marrante, en fait, moi, ça me blesse, tu vois? Peut-être ce truc aussi de, tu vois, je sais pas, une sorte de fantasme, que tes amies te connaissent tellement bien qu'elles sont capables de t'organiser la soirée de tes rêves ou de te faire ce plat-là que tu adores ou enfin, oui, il y a peut-être un petit peu de ça qu'on retrouve aussi d'ailleurs, je pense, dans les représentations des couples. Mais tu vois que pour être proche de quelqu'un, faut bien la connaître et bien la connaître effectivement, ouais, je pense que tu tiens une piste intéressante. Dans la pop culture, bien connaître quelqu'un, c'est peut-être, connaître, ses goûts. Je crois que ça a beaucoup à voir avec ça, alors que les goûts, c'est pas tout ce qui enfin, ça ne nous résume pas, tu vois? Non, clairement pas et en tout cas, moi, ce qui me blesse le plus, c'est quand, on m'attribue des traits de personnalité et que c'est des traits de personnalité dans lesquels je ne me reconnais pas. Pour moi, bien me connaître, c'est plus, j'ai envie de dire, connaître ma personnalité, mais finalement, c'est quoi connaître ma personnalité? C'est peut-être l'image que tu te fais de ma personnalité correspond à l'image que je me fais de ma personnalité? Bah, après on pourrait aussi s'interroger sur qu'est-ce qui fait une personnalité et ce que c'est, mais je pense qu'il y a pas un palier à partir duquel, si tu sais toutes ces informations-là, alors c'est bon, on te donne le grade de «tu es une bonne amie» parce que tu connais bien cette personne. Je pense que c'est très variable, parce qu'aussi il y a des configurations dans lesquelles tu vas être amené à plus partager tes goûts et d'autres dans lesquelles tu vas être amené à plus partager les événements marquants et traumatiques de ta vie. Moi, comme toi, vraiment quand on m'attribue des traits de caractère ou de personnalité qui ne sont pas des choses que moi j'avais perçues ou voire que des choses que je ne perçois toujours pas à propos de moi, ça me fait toujours un effet un peu étrange. Si on me disait: «Ah mais de toute façon, toi, tu es quelqu'un de pessimiste». Moi, je me considère comme étant une personne optimiste et du coup, il y aurait vraiment un décalage entre le trait de personnalité que mon ami m'a attribué et ce que je crois être ou ce que je pense montrer. Donc ça crée un décalage et je pense que ce que je vais être amenée à me dire, c'est: «Mais qu'est-ce que j'ai fait
pour lui donner à croire que, je suis pessimiste. Est-ce que je me suis plantée et en fait je suis pas optimiste? Est-ce que j'aimerais bien être optimiste, mais en fait je ne le suis pas et c'est lui ou elle qui a raison? Ou bien est-ce que, non, non, je suis quand même vraiment quelqu'un d'optimiste, mais peut-être qu'avec cette personne, bah, j'ai montré, un autre aspect de moi. Quand on m'attribue un trait de personnalité qui ne correspond pas à ce que je vois moi de ma personnalité, ça va m'amener à réfléchir, et probablement réfléchir un peu trop, ça quelque part ça brouille mes repères, tu vois? J'ai l'impression qu'on me met dans une case et je me dis: «Beh, c'est pas une case qui me convient bien» parce qu'en effet, du coup, il y a cette différence. Si on m'attribue un trait de personnalité qui n'est pas forcément celui que moi je perçois, et bah, du coup, je vais un peu avoir l'impression de me dire genre: «Mais en fait, tu me connais pas si bien que ça, que tu me dis ça?» Tu vois? Genre: «Ah, je croyais que tu me connaissais mieux». Je sais que plus jeune, on m'a mis dans plusieurs cases, dont une, les conséquences de cette case me poursuivent encore à l'âge adulte. C'est assez pénible, tu en fais régulièrement les frais. Plusieurs personnes m'ont mis dans la case de la personne un peu brute de pomme, notamment sur, le langage et notamment sur la franchise. J'étais une personne très franche, j'y allais pas par 4 chemins, j'y allais pas avec le dos de la petite cuillère. J'étais pas une brute non plus, juste en effet, j'enjolivais peut-être moins que certaines personnes. En grandissant, ça s'est atténué, notamment parce que du coup, à force de me faire remarquer que j'étais pas subtile et que: «Ah non, mais attends, avant d'envoyer ton message, laisse-moi le lire parce que sinon tu vas encore faire des blessés», tu vois? Bah, j'ai perdu toute confiance en ce que je pouvais raconter dans certains contextes. Donc par exemple, quand il s'agit d'écrire des textes, quand ce sont des textes importants, pour exprimer des émotions dans le cadre privé ou pour, dans le cadre professionnel, pour exprimer d'autres choses, je me sens quasiment toujours obligée de le faire relire par quelqu'un qui va me dire: «Oui, ça va, là, tu es pas trop brute de pomme, tu peux l'envoyer comme ça et ça devrait aller» et c'était un peu sous le couvert de l'humour, genre: «Ah là là, non, mais maintenant toi, tu es vraiment un peu» voilà. Oui, sauf qu'en fait, à force de me ressortir à chaque fin de phrase et ben, du coup, c'était une perception faussée. J'avais l'impression, je me dis: «Mais je suis pas non plus une brute, calmez-vous». Voilà, pour la petite histoire, j'ai passé, 2 heures ce matin à écrire un mail professionnel, notamment à l'aide de ChatGPT, parce que j'étais en effet un petit peu trop acerbe dans ma critique. Je l'ai fortement atténuée, mais ça m'a quand même pris 2 heures et ça m'aurait probablement pris moins longtemps si j'étais pas remplie de doutes, à propos de mes capacités, d'expression. Non, je trouve ça hyper rude, on revient encore sur la question des blagues à reproches, tu vois? On te rabâche quelque chose, sous couvert d'humour, donc les blagues à reproches, c'est un peu une lubie que j'ai, mais j'en ai parlé notamment dans l'épisode, sur, les trios. Donc c'est quand on te dit quelque chose sous couvert d'humour, mais qu'on il semblerait bien qu'il y ait un message à comprendre, au travers de cette blague. Par exemple: «Oh, oh, 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 bah, voilà Claire, qui vient encore avec ses grands sabots». Ouais, bah, ça veut dire, «J'ai mal pris ce que tu m'as dit, et tu es trop franche et tu devrais faire attention à ce que tu dis», tu vois? Ça ou, dans le cadre de la franchise, ça peut être aussi, «Oh là là, moi j'aurais jamais osé dire ça alors qu'en fait, ça se trouve j'aurais voulu», tu vois? Genre, et du coup, ben, il faut beaucoup plus se polisser. Ouais, bah, moi, j'ai eu un petit cas un petit peu similaire avec, le pendant de la franchise qui est la susceptibilité. Donc, est-ce que le fait qu'on soit amis, c'est pas la preuve que tout le monde s'était bien planté? Exactement, voilà! Moi, j'ai un vrai parcours, aussi au sujet de la susceptibilité. On m'a beaucoup reproché que j'étais trop susceptible et ça s'est transformé à un moment donné parce que, ben, forcément, ça me rendait très triste le fait qu'on me dise que j'étais susceptible et ça, vraiment, c'est hyper, piégeux parce qu'à partir du moment où tu dis à quelqu'un qu'il est susceptible, si la personne essaye de se défendre, tu vas forcément lui dire quoi? «Bah, tu vois, tu le prends mal, tu es susceptible». Insupportable! Tu es coincé là-dedans. Donc à partir du moment où certains de mes proches se sont rendus compte à quel point ça me blessait qu'on me répète que j'étais susceptible, ça s'est transformé en: «Oh oui, mais c'est vrai que tu es un peu sensible quand même, hein». Au bout d'un moment, quand on te le répète et que tu as bien capté que c'est susceptible qui s'est transformé en sensible, tu as compris que c'était le même reproche avec un autre mot. Oui, voilà, en fait, c'est juste qu'ils ont utilisé une autre dénomination, mais en vrai, c'est toujours la même chose qu'ils te disent, hein. Exactement. Et ce qui s'est passé entre-temps, c'est que je me suis rendu compte que, le fait qu'on m'ait répété que je suis susceptible et c'est là qu'on revient à notre sujet, ça a complètement brouillé mes repères. Parce que pour moi, la susceptibilité, c'est en fait, une indication de mes limites. En fait, pour moi, ce qui se passe, c'est on me dit quelque chose, cette chose me rend triste
ou me met en colère, mais en général, moi, c'est plutôt de la tristesse. Et donc je vais le signaler à mes amis. Sauf qu'eux, bah, ça les embête de m'avoir rendue triste. Ils se sentent pas vraiment à l'aise dans leur godasse, tu vois? Ils ont l'impression d'être une mauvaise personne parce qu'ils m'ont rendue triste. Et du coup, bah, c'est plus facile si c'est de ma faute et si c'est moi qui suis un petit peu, genre, bon, bah, peut-être, c'est un peu facile de la rendre triste celle-là, hein. Alors que je considère que si tu es une personne qui veut mon bien et qui m'aime a priori, ben, tu pourrais peut-être plutôt te dire: «Ah bah, OK, donc ça je dis plus à Céline puisque ça la rend triste», en fait. Plutôt que de me faire croire que je me trompe et que je devrais pas ressentir ça. Et du coup, j'en suis parfois à un point où je prends mal quelque chose qu'on me dit et je vais aller vérifier chez une tierce personne si c'est normal de mal le prendre. Genre, c'est moi qui suis susceptible là ou ça c'était quand même un petit peu dur? Et souvent, bah, évidemment, en plus, on va me donner raison parce que, bah, quand un ami te demande ça, tu as tendance à lui dire: «Mais oui, tu as raison, c'est c'est l'autre qui a été dur», tu vois? Oui, mais est-ce que c'est ce qui se passe parce que tes amis Je sais pas! oseraient pas te dire? Je pense pas, je pense que C'est ça, c'est que du coup, même en checkant, tu vois, je me dis: «Si ça se trouve, je suis quand même susceptible et on n'ose pas me le dire». Non, mais tu vois quand même à quel point ça déglingue le cerveau, non, quoi, mais enfin. complètement. Après, je pense que j'imagine que les personnes auprès desquelles tu vas checker, c'est des personnes dans lesquelles tu as confiance et aussi tu as aussi confiance dans leur franchise. Oh là! Eh, dis donc! Bim balaboum! Wouh! Mais aussi dans, la communication que tu as avec elles et donc du coup, moi, par exemple, il y a des moments où je te dis des trucs et où genre je suis un peu vénère et je te dis: «Oh regarde, ils sont nuls ces gens!» et après tu me dis genre: «Ah, après, bon, là, toi, tu es pas, tu vois?» et du coup, je me dis genre: «Tu as raison». On peut aussi se dire genre: «Heu, oui, mais pour cette fois». C'est vrai que tu m'as déjà dit: «Attends peut-être, avant de répondre à ce message, attends peut-être de voir comment tu te sens vis-à-vis de ce message dans plusieurs heures». Effectivement, en général, quand tu me dis ça, c'est que je suis en train de surréagir et bah, effectivement, plus tard, je me dis: «Ah, peut-être que sur ce message, il y avait une forme de susceptibilité et que je peux dire ça enfin, dire les choses gentiment sans avoir l'air d'être, au bout du rouleau tout de suite, parce que la personne en face, forcément, ça va la rendre triste aussi de voir qu'elle m'a rendue très, 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 très triste», tu vois? Après, en t'écoutant, je me disais: «Est-ce que, le «tu es susceptible», c'est pas un peu le gaslight ultime, du coup?» Ben, c'est un petit peu ce que je me dis. J'ai noté le mot gaslight sur ma Ah feuille, bah, je te tu vois, cache moi, je pas. l'ai pas écrit, mais en t'écoutant, je me suis dit: «Bah, ça ressemble quand même vraiment fort, fort à ça». Bah, c'est-à-dire que ça a bon dos, quoi. Ouais, ben et puis on t'amène à croire que tu as tort d'office au lieu de te remettre en question. Mais tu vois, dans la franchise, on pourrait le dire aussi, hein, à force de répéter à quelqu'un qu'il est trop franc, ben, c'est peut-être aussi que Je crois que pour toi comme pour moi, ça a formé du coup d'être partie mise dans cette case, ça a formé des croyances limitantes, en fait, ouais, complètement, ouais. où on se met à douter de nous, après avoir été perçu d'une certaine manière par autrui et une fois qu'on nous a répété 1000 fois que leur perception, bah, en fait, c'était nous. Ça a un côté un peu péremptoire parce qu'il s'agit pas de dire, dans certaines situations, parfois, tu peux réagir un petit peu comme ça, trop franche, susceptible, ce que tu veux, mais bien de dire, «Tu es comme ça», genre: «Ah!» et ça emprisonne un peu, quoi. Ouais, ça emprisonne et puis, oui, tu as l'impression en fait qu'on t'étiquette et ouais, c'est vraiment dur je pense quand on te colle un trait de personnalité qui diffère de ce que tu crois être. C'est dans ce sens-là aussi que je trouve qu'il y a un brouillage de repères, c'est que tu te dis: «Ben, qu'est-ce que je montre de moi?» et ça correspond pas et là, c'est aussi un point important je pense de notre épisode, ça correspond pas à la personne que j'ai envie d'être. J'ai pas envie d'être la personne à côté de laquelle on prend toujours des précautions parce qu'elle est ultra susceptible, tu vois? Pour préparer cet épisode, du coup, je me suis aussi un petit peu posé la question, genre: «Bon, alors moi, a priori, qu'est-ce que je suis pour mes amis?» et c'est un exercice vraiment très difficile que, de naviguer entre, alors je pense que je suis perçue comme ça et j'aimerais bien être perçue comme ça, tu vois? Parfois, j'ai écrit des trucs et je me dis genre: ça c'est comment je suis perçue ou c'est comment est-ce que j'aimerais être perçue?» si je suis vraiment très honnête avec moi-même. J'ai une amie qui me demandait pour son parcours, professionnel, elle avait fait un formulaire qu'elle devait envoyer à pas mal de ses proches, dans lequel on devait, écrire, s les qualités qu'on lui reconnaissait, les espaces dans lesquels on l'aperçoit, dans lesquels elle pourrait travailler et cetera et je me suis dit, en faisant cet exercice pour cette amie, ça devait être très chouette quand même de pouvoir envoyer un tel formulaire à plein de ses proches et savoir les qualités qu'ils nous voient et en même temps, ben, parfois je me pose même plus forcément la question de: «Est-ce que je reconnais vraiment cette qualité à mon ami?» ou «Est-ce que je sais
que cette amie adopte tellement cette qualité, c'est un trait de sa personnalité qu'elle veut avoir, que du coup, bah, je le lui donne, tu vois? Alors c'est un cas qu'on retrouve beaucoup, mais tu veux tellement cette étiquette de cette personne, qui est ultra curieuse et qui parcourt le monde que du coup je te la donne, tu vois? Oui, oui. Bah, moi, je crois aussi que l'humour, ça fait partie de ma personnalité et en même temps, je veux dire, je sais pas au fond, est-ce que je s à quel point je suis vraiment drôle. Mes amis voient bien que, bah, quand je commence mon one woman show, j'enchaîne les blagues, à dîner. Est-ce qu'elles diraient pas juste: «L'humour, ça fait partie de cette personnalité» parce qu'elles voient bien que c'est vraiment la gommette que je veux, tu vois? L'étiquette que je veux qu'on me donne. C'est difficile de savoir finalement, est-ce qu'on te donne cet attribut parce que tu le veux vraiment très fort et on se dit genre: «Ouais, OK, c'est bon». Ou est-ce que c'est parce que ça fait vraiment tu vois? De toute manière, si tu veux vraiment qu'on t'attribue un aspect, et bah, tu vas aussi Le performer. voilà, tu vas le performer donc du coup Oui, puis au final, c'est pas très grave de savoir si on te l'attribue parce que tu veux qu'on te l'attribue ou si on te l'attribue parce que tu es vraiment qu'est-ce que c'est être vraiment, intelligent, être vraiment drôle, être vraiment curieux, voyageur, je sais pas quoi, bref. Le pendant de ça, je trouve que c'est la pression qui peut émaner parfois d'un trait de personnalité qu'on te colle, mais que tu apprécies en général. Il y a des traits de personnalité qui sont socialement valorisés par rapport à d'autres. Par exemple, une personne, enthousiaste, très joviale, bah, c'est un trait de personnalité qui est beaucoup plus valorisé que quelqu'un qui va être un peu râleur, par exemple. Et lorsqu'on t'attribue un de ces traits de personnalité qui sont perçus comme positifs, ça peut après, te pressuriser. Je pense à une amie qui était, un peu au fond du seau, à une période de sa vie et qui justement est souvent perçue comme quelqu'un de très jovial, extraverti et cetera. Et là, elle était au fond du seau et elle essayait d'en parler à quelques-uns de ses proches et elle avait l'impression de pas être entendue. Elle m'a dit: «Mais c'est horrible, parce que d'habitude, je suis heureuse, extravertie et que je montre cette joie. J'ai l'impression que j'ai pas l'espace pour être malheureuse, que soit on l'entend pas, soit on amenuise». après c'est ça peut être le pendant un peu, autre, mais du coup, les gens, notamment les personnes qui m'ont amenée à me dire genre: «Oh là là, je suis brute de pomme et tout», et j'ai eu le seum pendant longtemps qu'elles remarquent pas à quel point du coup est-ce que je polissais mon propos et à quel point ça me pourrissait la vie, tu vois? Et genre en fait, j'aurais voulu une gommette de leur part quand ça se passait bien, alors qu'elles prenaient ça pour acquis, genre: «Ah mais là c'est bien, c'est normal». Genre: «Waouh, je fais un super effort là, OK!» Ouais, genre qu'elle remarque, les efforts que tu avais faits et qu'elle valide le fait que maintenant enfin que tu aies entendu la critique et que tu aies fait quelque chose. C'est ça. Mais sinon, j'ai la chance de pas avoir été, par exemple, dans la situation de ton ami où, j'ai eu le sentiment qu'on ne me laissait pas être, ou en tout cas vivre et ressentir les émotions que j'avais parce que ça correspondait pas à l'image que mes proches avaient de moi. Ça ne devait pas être très confortable. Ouais, ça doit être hyper dur. Moi, j'ai eu une situation qui est un petit peu similaire. C'est pas forcément ne pas ressentir les émotions, parce que là, c'était vraiment ça. Moi, ma situation, c'était plutôt, on m'a mis une forme de pression parce que j'ai eu le sentiment que mon parcours a créé des attentes de la part de mes amis. Alors, je m'explique. Pour le moment, je me rends compte que c'est pas clair. Ah non, c'est Céline. Mais par exemple, scolairement, je m'en suis toujours, très bien tirée. Professionnellement, je m'en sors bien aussi. Et il y a eu un moment où, à la fin de ma thèse, ça devenait vraiment difficile. Et puis surtout, ce qui devenait le plus dur, c'était, de pas forcément savoir ce que j'allais faire, de ma vie juste après. J'avais pas de perspective professionnelle, tout de suite et donc j'en parlais avec, pas mal de mes amis et une réponse qu'on me faisait très souvent, qui est pas méchante en soi, mais qui était pas adaptée, c'était: «Je me fais pas de soucis pour toi, tu vas t'en sortir, tu t'en es toujours sorti, tu t'en es toujours tiré, il y a pas de raison que tu t'en tires pas cette fois». Et je trouvais ça très dur parce que je voyais bien que le but, c'était de me rassurer, que c'est gentil, que ça part d'une bonne intention, mais j'avais l'impression que ça niait mon parcours, que ça niait les efforts que je faisais pour m'en tirer. Et aussi, ça me faisait me dire: «Mais oui, je sais que je vais m'en sortir», et en même temps, il y avait quand même une petite voix qui disait: «Et si cette fois je m'en sors pas? À quel point je vais décevoir tout le monde qui se dit: "Tu t'en sors tout le temps, je m'inquiète pas pour toi"». En fait, c'est comme si mon parcours était devenu une grille de lecture pour mes amis et que cette grille de lecture, elle me créait des attentes. En tout cas, moi, je le ressentais comme des attentes de la part de mes amis. Voilà. Oui, bah, vraiment un truc pas très confortable, même si j'imagine que ça partait d'une bonne intention de la part de tes amis et ils et elles ne se rendaient probablement pas compte que, malgré leur souhait de bienveillance, ben, ça crée de la pression. Qu'est-ce que tu aurais voulu entendre? Parce que je sais déjà, par exemple, que moi, j'ai dû sortir des trucs assez similaires dans des situations un peu différentes, mais genre le côté, dire un truc
qu'on veut rassurant et qui montre qu'on croit en notre amie et qu'on la sait capable et tout ça, pour être bienveillant, mais on se rend pas compte qu'en fait, ben, c'est peut-être plus délétère qu'autre chose. Je l'ai vécu et je l'ai dit aussi, c'est certain. Du coup, je pense qu'avec un exemple, c'est plus parlant. Genre, à ce moment-là, toi, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre de la part de tes amis? Alors j'ai beaucoup réfléchi depuis. J'en ai parlé avec une amie dont la santé mentale est fragile, parce que, j'ai quand elle m'a parlé de sa situation, j'ai eu envie de lui dire: «Beh, je sais que tu vas t'en sortir, tu t'en sors toujours». C'est pour ça que je jette pas la pierre, aux personnes qui disent ça et en fait, je lui ai dit que j'étais désolée que ce soit si difficile pour elle et que j'aimerais que la vie lui soit plus simple et je pense que ça m'aurait fait du bien, ouais, d'entendre quelque chose comme ça. Je sais que c'est dur, je suis désolée que ce soit dur et je suis là pour toi tant que ce sera dur. Mon ami à qui j'ai dit ça globalement m'a dit que ça lui faisait du bien d'entendre ça parce que tout le monde lui disait tout le temps, «Bah, tu vas t'en sortir, tu vas y arriver», mais que, ben, en attendant, le parcours pour avoir une meilleure santé mentale, il est vraiment dur et que ça fait du bien d'entendre que c'est dur aussi et que life sucks. Ben, ouais. Est-ce que tu crois que, quand on dit ça, je me mets aussi dans le tas parce que voilà, Ouais, ouais, moi j'ai je le pas dis de il y a aussi, hein. Mmh. pas de reproche aux personnes qui aiment. Est-ce que tu crois pas que quand on dit ça, c'est un peu parce que ça nous donne l'illusion d'une forme de solution au problème? La solution, c'est quoi? Tu vas finir par t'en sortir et c'est très difficile enfin, moi, je me sens très vite impuissante face à la peine de mes amis lorsque, j'ai rien d'autre à dire à part que tout est à chier et je suis vraiment désolée que tu doives passer par là. Si, mais pour moi en tout cas la meilleure solution ça aurait été quand même qu'on reconnaisse que c'était dur et que c'est injuste que je sois obligée de fournir de tels efforts pour pouvoir faire ce que j'aime dans la vie. C'est finalement tu te rends peut-être moins impuissant qu'en remettant tout sur le dos de ton ami, tu vois? C'est-à-dire qu'en lui disant: «Je suis désolée que ce soit dur, mais je suis là pour t'accompagner dans ce parcours», bah, tu prends un peu de sa peine aussi sur tes épaules, alors qu'en lui disant, «Bah, tu m'as toujours montré que tu t'en sortais, tu es une personne incroyable, je crois en toi». Oui, tu l'encourages, mais tu lui laisses son sac à dos, tu vois? Oui, je trouve que c'est très juste, tu es pas en train de prendre sa gamelle pour la porter sur ton dos. C'est ça, tu lui laisses tout et tu lui dis: «Bah, d'habitude tu y arrives» et puis comme si tu refusais de voir que certaines des épreuves qu'elle a vécues et dont elle s'est sortie ont pu vraiment la détruire aussi, tu vois? Et puis que, c'est pas parce que, son parcours s'est bien passé selon une certaine grille de lecture que, c'était toujours, une évidence, sans effort, sans travail, sans difficulté, quoi. Exactement. Donc voilà, les attentes qu'on peut avoir, c'était un gros paquet là quand même qu'on vient de Ah, on en balancer. est pas mal, hein, entre la traits de personnalité et les attentes, oui. Du point de vue des attentes, c'est vrai que enfin, notamment à cause de ça, il y a des petites phrases personnellement auxquelles j'essaye de faire un petit peu attention. Bah, je parlais au tout début de l'épisode de être un bon ami, c'est bien connaître la personne, mais j'essaye d'éviter les phrases du genre, «Ah bah oui, c'est parce que je te connais trop bien». Je sais que ça peut m'arriver aussi, tu vois? Mais avec un petit clin d'œil ou sur le ton de l'humour, mais «Je te connais trop bien, on est tellement pareils». Aussi le coup du: «Ah ouais, je te verrais bien faire ça», qui dans certains contextes peut passer, mais je pense qu'il est bon de prendre des précautions, quand on dit à quelqu'un: «Bah, je te verrais bien faire ça» et plus encore: «Je te verrais pas vraiment faire ça». Ouais, plus encore celui-là, vraiment. Tu es qui pour dire que tu verrais pas, cette personne faire ça? Alors que tu peux tourner ça de mille manières, genre: «Pourquoi est-ce que ça te rendrait heureuse de faire ça?» Tu vois? C'est ça, ça veut dire, manifestement, tu perçois quelque chose là-dedans que moi, je ne perçois pas vis-à-vis de toi, éclaire-moi. Alors toi, les phrases dont tu as parlé, c'est plus, des phrases un peu pas quotidiennes, mais plus courantes, quoi. Je sais qu'une fois, on m'a dit un truc, qui était aussi, pas tip top caviar. En tout cas, c'est, définitivement un sujet auquel je pense qu'il faut faire attention, surtout quand on grandit et qu'on vieillit, à savoir, le sujet de la maternité. Donc il y a prescription, on avait 17 ans, on se lisait à la lueur de nos personnalités et pas de notre capacité à gérer des responsabilités. Mais, j'avais une amie qui m'avait dit d'un coup, mais genre tiré comme d'un pistolet en mode, «Ah ouais, non, toi, j'aimerais tellement pas t'avoir comme mère, quoi». Et c'était basé sur, ben, sa perception de ma gestion de certaines choses, de mes émotions. Ça traduisait vraiment comment est-ce qu'elle me percevait, vis-à-vis de certaines choses et autant à l'époque, je l'ai un peu mal pris parce que genre: «Bah, sur quoi tu te bases, pour dire ça, wesh?» Autant je pense que plus on grandit, plus on vieillit, plus il faut faire attention à ce genre de choses parce qu'on sait pas, en fait, qu'est-ce que ça peut faire résonner chez les autres et puis parce qu'on s'en fiche, puisqu'il y a aussi aucun cas de figure où cette personne va devenir votre parent. Donc, si c'est pour dire des choses qui ont vraiment genre 80 de chances d'être blessantes, peut-être on peut s'abstenir. Il existe une astuce pour,
Se prendre le temps de se demander si on devrait dire ou non à la personne qu'on a en face de nous, ce qu'on a envie de lui dire. Tu me corriges si je dis n'importe quoi, mais je crois que cette astuce, c'est de se demander si la personne qu'on a en face de nous, elle peut corriger immédiatement ce qu'on veut lui dire. Par exemple, tu as un morceau de persil entre les dents, ça peut être corrigé en 2 secondes si on le dit à la personne. Tu as la braguette ouverte, 2 secondes. En revanche, tu es vraiment irresponsable, je ne voudrais pas t'avoir comme mère. Bah, a priori, ça vaut pas la peine d'être dit parce que vraiment qu'est-ce que tu vas faire de ça là maintenant, tu vois? Tu es vraiment susceptible? Par exemple, Qu'est-ce anodin. que je vais faire de ça? Oui, non, j'ai aussi vu passer ce truc-là et beh, je le trouve assez juste. Je veux dire, pourtant je suis quelqu'un de très spontané, mais vraiment genre réprimer certaines réflexions très spontanées qu'on a envie de faire en disant genre: «Eh, beh, non, peut-être». Pour le moment, j'ai pas encore trouvé de cas de figure dans lequel, cette astuce, dans ma vie en tout cas, ne s'appliquerait pas. Parfois, quand, quelqu'un nous fait part d'une décision de vie qu'on va considérer ou que la société va considérer comme importante, la surprise qu'on peut avoir face à cette information, elle en dit long sur la manière dont on perçoit notre ami. Exemple, tu apprends que ton ami, veut un enfant ou ne veut pas d'enfant et vraiment tu es ultra choqué. Je trouve que c'est intéressant quand même de se demander pourquoi tu es choqué. Qu'est-ce que ça dit de comment tu percevais la vie de ton ami? Est-ce que tu étais pas en train de l'enfermer encore une fois dans un parcours que tu jugeais bon pour lui ou elle? Enfin, en fait, ta surprise, elle peut être ultra violente pour la personne qui est en face de toi, selon ce qu'elle vient de te confier, tu vois? «Je veux m'expatrier». «Ah bon? Mais vraiment ce que tu entends c'est: "Tu es pas capable" et ou "Je te jugeais pas capable", tu vois? Et c'est peut-être pas ce que toi tu as en tête à ce moment-là, mais je pense que ça peut être vraiment violent. Après je vais peut-être, trop loin, mais je pense que ça peut aussi traduire un peu, le côté: «Ah non, mais moi dans mon monde idéal, ça se passe pas comme ça», tu vois? C'est pas juste: «Je suis déçu de toi», c'est genre: «Je suis déçu parce que ta décision, elle vient embêter mes projets et ma perception de la vie et comment est-ce que je voulais avoir les choses». Donc presque un petit peu égoïste. Genre c'est pas un gros mot, hein, ça peut être aussi la première réaction spontanée, «Je veux m'expatrier». «Ah, tu veux partir loin de moi? Ah, ah». Tant que par la suite, c'est rapidement rattrapé par, la joie, de voir son ami s'épanouir, peu importe la direction que ça prend. Bon. Évidemment, il y a surprise et surprise, je veux dire si c'est normal d'être surpris quand quelqu'un nous annonce, une chose qu'on n'avait pas du tout devinée. Mais quand tu as l'air vraiment surpris, déçu ou surpris, genre: «J'imaginais pas ça pour toi». Peut-être que, et ça rejoint un petit peu ce que tu dis, peut-être que c'est parce qu'on a projeté un petit peu trop de soi ou de son propre parcours, de ce qu'on imagine être un parcours, idéal, soit pour soi enfin pour soi-même et les autres, soit effectivement pour la relation qu'on entretient avec quelqu'un. Il y a aussi des manières d'éviter le problème, de projeter, des choses sur les autres. Pas nécessairement parce qu'on n'y met pas du tout les pieds, mais parce que pendant qu'on est en train de mettre les pieds dedans, on s'en aperçoit et on rétropédale, rapidement. C'est arrivé, entre nous récemment, où on parlait procrastination, thème merveilleux qui nous concerne quasiment toutes et tous, force à vous. Mais donc du coup, je t'expliquais que je procrastine pas que le week-end, mais aussi la semaine car, finalement, pourquoi se limiter dans le temps? Et tu m'as répondu à un truc genre: «Ouais, mais, tu te sens coupable, non?» Et moi je: «Non, ça ne me non, ça va». Et tu m'as dit: «Ah non, pardon, j'avais peur de t'avoir étiqueté parce que j'imagine que toi, quand tu procrastines la semaine, tu te sens coupable». Voilà! Oui, c'est ça, exactement et je me suis vraiment rendu compte que je projetais sur toi mon problème avec la culpabilité. Je me suis dit: «Ah ben moi, à sa place, je me sentirais coupable» et de te dire: «Tu te sens coupable», au moment où je te l'ai envoyé, je me suis dit: «Oh, si ça se trouve, elle se sentait pas coupable et maintenant elle se dit qu'elle devrait se sentir coupable, donc je lui crée en plus un problème», tu vois? «Oh non!» Et donc c'est pour ça que j'ai rétropédalé et on s'en est très bien sortis. Je sais pas comment tu as réagi, comment tu l'as pris en me voyant Bah, comme rétropédaler j'étais je me ou? suis enfin, je ressentais pas de culpabilité. Et ça ne m'en a pas projeté dessus. Enfin, tu vois, je me suis pas dit genre: «Ah, c'est vrai que je devrais me sentir coupable quand même». Non, non, j'étais, dans des sphères très différentes, vis-à-vis de ma procrastination. Donc je l'ai pas mal pris, mais je pense que si je m'étais dit: «Oh mon Dieu, il faut que je culpabilise» et ben, le fait que tu rétropédales et qu'on puisse en discuter en plus de ça directement, ça aurait aidé à ce que justement je me dise: «Ah non, mais en fait, chacun et chacune gère ça comme il ou elle veut». Pour moi, c'est un schéma qui est vraiment extrêmement lié à mon fonctionnement, genre
très profond. Si je procrastine, je me sens coupable, la culpabilité va mener à, je sais pas, du dégoût de soi, bref, je me lance dans des trucs là, mais voilà. Du coup, pour moi, c'est tellement ça le schéma que, bah, forcément, quand quelqu'un va me parler, va lancer ce schéma en parlant, de lui ou elle, je vais direct lancer les engrenages et me dire: «Bah, c'est ça qui se passe ensuite». Sauf qu'en fait, là, je te lis à la lumière de ma machine, quoi. Enfin et tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Les on va continuer la métaphore de la machine, mais les rouages sont pas tous dans le même ordre, quoi. Complètement. Je pense que c'est pas facile de prendre conscience des choses qu'on projette parfois, hein, mais peut-être dans une volonté d'amélioration de la qualité des relations qu'on entretient, ça peut être, intéressant de se poser la question et Franchement, c'était ultra valorisant. Moi, j'étais trop contente de l'avoir vu au bah, moment où ouais, je l'ai dit. clairement. J'étais genre: «Oh, Et je l'ai vu! Je peux me corriger! bah, ouais, de ouf. Je pense que c'est vachement cool de voir ça comme ça, genre: «Ah, j'ai eu l'opportunité de me corriger» et pas genre: «Ah non, j'ai failli lui projeter un truc», genre. Ça arrive, c'est pas très grave, ce qui compte. Je sais qu'on pourrait mettre dans un nouveau bingo, de ce podcast, parce que je le dis souvent, mais là, il y a les amitiés, c'est vraiment un espace qui, pour moi, est un espace d'apprentissage aussi de soi-même et de la vie. Et pouvoir se corriger, ça fait partie de ça. C'est là, avec toi, c'était confortable de le faire et que du coup, peut-être dans le futur, avec des personnes avec lesquelles c'est moins confortable, ben, ce sera moins douloureux de m'auto-corriger aussi, tu vois? Il y a un autre type de réflexe qui m'embête un petit peu. Ça a plus à voir avec la posture qu'on peut avoir dans un groupe ou avec un ou une amie en particulier. Je sais pas trop ce que je pense de, est-ce qu'on est une personne différente selon avec qui on est et cetera? Je sais pas trop bien encore comment je me situe là-dessus et je serais vraiment contente d'en discuter avec toi. Mais par contre, j'ai remarqué quand même que parfois, il y a des traits de ma personnalité que j'aime pas trop ou des comportements que je peux avoir qui sont presque des réflexes et que j'aime pas trop et quand je me retrouve avec une personne en particulier, ce trait de personnalité va ressortir plus qu'avec une autre et là, je vais pas parler de moi, je vais prendre un exemple, voilà, sorti de mon chapeau. Par exemple, tu trouves que tu es pas une personne, forcément très bitchy, c'est pas ton truc de parler, dans le dos des gens et pourtant quand, tu te retrouves avec, cette amie-là, tu te retrouves toujours à un moment à balancer les ragots et à parler dans le dos des gens et après coup, tu te sens pas trop bien d'être retombée dans ce schéma-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien, pareil, c'est pas forcément un cas de figure que j'ai vécu, mais je vois le côté, au contact de certaines personnes, il y a des traits de ta personnalité qui ressortent plus, qui sont pas nécessairement ceux dont tu es le plus fier et puis peut-être aussi qui ne sont pas forcément ceux que tu penses qui te définissent et du coup, c'est pas agréable de les voir «si mis en valeur» entre guillemets, prennent plus de place que ce que tu souhaiterais dans une interaction avec quelqu'un. En vrai, tu sais que ça te représente pas très bien, tu vois? Tu te sens pas à l'aise parce que tu te sens pas en phase avec, entre tes valeurs et ce que tu montres. Parfois, moi, ça peut m'amener à me demander quelle est l'influence de cette amie sur ma personne. Est-ce que je devrais pas lui donner une autre place si elle fait sortir un trait de ma personnalité que j'aime pas trop? C'est un peu douloureux, tu vois, comme questionnement, je pense. Oui, je pense, mais je pense qu'en effet, c'est important parce qu'en plus, qui suis-je pour mes amis? Ça a aussi beaucoup à voir justement avec, la place qu'on prend, dans la vie, dans le cœur et dans la tête de nos amis ou, la place qu'on leur donne aussi. Se poser un peu, pour réfléchir à ce thème de qui suis-je pour mes amis, c'est devoir se préparer à être parfois un petit peu inconfortable, mais avec au bout du tunnel des perspectives positives, moi je trouve. Tu parles de perspectives positives là et ça me fait penser à, ces situations où il y a une nouvelle personne qui rentre dans ta vie et cette personne, elle te permet de découvrir une nouvelle facette de toi. Par exemple, dans l'épisode, sur le lycée, j'ai parlé de mon amie Marion et je parlais du fait que je la soutenais, vraiment presque coûte que coûte, quoi. Le fait de la rencontrer, ça m'a permis de découvrir à quel point le sentiment de justice est important pour moi et ce que peut soulever l'injustice aussi. Et ça, c'était quelque chose que je connaissais pas avant. Parfois, avoir de nouvelles personnes dans ta vie, ça peut aussi faire émerger des comportements réflexes qui te font découvrir des traits de ta personnalité que tu peux trouver chouettes. Complètement. On parlait de place, de la place qu'on a, qu'on prend, tout ça. Et moi, je sais que forcément, quand je pense à qui suis-je pour mes amis, je lis ça aussi, les éventuels groupes dans lesquels j'ai pu évoluer et quelle était ma place dans ce groupe. Dans un groupe, on va vite être catalogué comme l'aventurière, la rigolote, l'intello, euh, l'intrépide, ce que tu veux. J'ai un exemple qui m'a un peu sauté au crâne quand je préparais l'épisode. C'est un peu un exemple de niche, mais dans la bande dessinée Witch, de Witch Mag et Feu Minimag et ben, il y avait,
Tarani qui était l'intello et il y avait, Irma qui était la gaffeuse, la maladroite. Bon après voilà, ce sont des œuvres culturelles, mais c'est souvent dommage parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnages qui sont écrits en exacerbant un seul trait, alors que genre on peut écrire des personnages un petit peu pas forcément toujours réalistes ou qu'on identifie avec un ou 2 trucs en particulier. Quand il y en a que un, je trouve ça très limitant. Mais c'est vrai que c'est un truc qu'on retrouve vraiment beaucoup, en particulier dans les dessins animés. Bah, je pense aussi aux Totally Spies, Ah mais oui, bah, bien sûr, c'est vrai. Ça, c'est une référence plus parlante encore, mais les Super Nanas aussi, enfin bref, il y a plein de les Super Nanas, c'est vraiment hardcore, hein. oui, je pense qu'il y a le côté simpliste du dessin animé. Ouais, mais tu vois, justement, ça dépasse aussi le dessin animé parce que je trouve que ce sont aussi des choses qu'on retrouve dans des séries. Par exemple, j'ai déjà parlé, de mon amour pour Sex and the City dans ce podcast, mais dans Sex and the City, justement, ce sont aussi, des personnages avec des caractéristiques exacerbées et quand c'était l'heure de gloire de Sex and the City, mais même encore aujourd'hui, tu vas trouver, moult tests sur internet qui vont te dire, quel personnage de Sex and the City êtes-vous? Avec Sex and the City, je trouve que c'est assez parlant parce que, par exemple, si tu dis à une de tes amies: «Ah toi, pour moi, tu es une vraie Samantha», et ben, ça va pas forcément arriver de la même manière que si tu dis: «Ah, tu es une vraie Charlotte». Pour la petite histoire, Charlotte, elle est plus modérée dans sa manière de vivre sa vie, on va dire ça comme ça et Samantha, elle est plus, libérée pour le coup, très libérée notamment sexuellement donc alors qu'au-delà de ces aspects-là qui sont très prenants, ce sont des femmes avec des personnalités bien plus riches que, le trait exacerbé qu'on leur donne. Mais c'est vrai que, c'est peut-être un écueil, des représentations des bandes, en fait, hein, on va représenter une bande et du coup, ça fait beaucoup de personnages. Peut-être qu'il faut quelque chose pour bien les distinguer, ces personnages, dans l'esprit des spectateurs, des lecteurs, bref. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est un vrai écueil de ces représentations-là, alors que, pratiquement tout ce qu'on a cité, je crois, bah, tout d'ailleurs, ce sont des Mmh. séries et l'intérêt d'une série, c'est quand même que le spectateur, la spectatrice a vraiment le temps aussi de se faire une idée de ce que sont les personnages. On aurait le temps d'explorer d'autres aspects et même si on à certaines reprises, ça va être le cas, ce qui ressort quand même, c'est qu'on les identifie toujours avec ces aspects très marqués, et réducteurs. Dans le cas de Sex and the City, en tout cas, mais probablement dans d'autres, quand les personnages sortent de cette, étiquette qu'on leur a attribuée dans la série va montrer que c'est une surprise. Les amis vont être étonnés que tu sortes de ce comportement-là, que tu prennes une autre route. Une surprise de parcours finalement. C'est ça, une surprise de parcours, exactement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la surprise de parcours, ouais. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on n'est pas perçu de la même manière par toutes nos amies. Mon amie A, elle me percevrait d'une manière différente de mon amie B. Déjà parce qu'on n'a pas le même vécu, pas la même expérience partagée et aussi parce qu'on vit pas notre amitié de la même manière. Donc c'est-à-dire qu'il y a des traits de caractère de l'une et de l'autre qui vont s'exprimer peut-être plus dans une relation et peut-être un petit peu moins dans une autre. Si, l'amie A me dit, «Je suis brute de pomme» et ben, ça veut pas dire que dans mon essence, je suis brute de pomme. Ça veut dire, bah, elle me perçoit comme ça. Ça se trouve, mon amie B, elle va me dire: «Non, franchement, ça passe, rien à dire», tu vois? Et ça se trouve, mon amie C, elle me dira quelque chose de complètement différent encore. On aime bien savoir qui on est. En plus, nous, on est très fans d'introspection, mais il faut pas perdre de vue que la remarque d'une personne, c'est sa perception à elle et que ça peut varier et quand bien même plusieurs personnes et plusieurs proches pourraient dire: «Ah, tu susceptible» et bah, d'autres personnes avec lesquelles on est peut-être moins proches, mais avec lesquelles on est aussi amis, peut-être qu'elles te perçoivent pas comme ça. C'est vrai qu'une relation, c'est finalement la rencontre de 2 sensibilités et si on prend encore ce cas de la franchise et de la susceptibilité, ton niveau de franchise, il va se retrouver aussi face à un certain niveau de susceptibilité et donc évidemment, il y a des personnes qui vont te trouver trop franche parce que probablement qu'elles sont plus susceptibles et ainsi de suite, tu vois? Là, c'est un bon binôme, c'est pour ça que j'utilise encore cet exemple, mais ça pourrait s'appliquer, probablement à plein d'autres choses. L'humour, par exemple, tu vois? Je trouve que tu as beaucoup d'humour, mais aussi parce que mon niveau d'humour et ma manière de percevoir l'humour correspond à la tienne, en fait. Mais je sais qu'il y a des gens qui me trouvent pas drôle, tu vois? Parce que ça passe pas. Ça veut pas dire qu'on n'est pas drôle, parce qu'on est hilarante. Ça veut juste dire que les sensibilités, en effet, sont à des niveaux différents. Un peu en lien avec, la question des sensibilités,
Moi, il y a un sujet qui me tracasse un petit peu, qui a aussi à voir avec, la posture que je peux avoir parfois et comment j'ai envie d'être perçue et cetera. C'est la question du militantisme. J'ai remarqué que, parfois face aux personnes militantes ou aux personnes qu'on catégorise comme militantes, dans quelque militantisme que ce soit, on va avoir tendance à s'excuser un petit peu plus ou à, modérer son discours, à se polisser, à faire attention à ce qu'on dit. Je pense par exemple à quand tu te retrouves face à ce pote que tu sais qui est plus écolo que toi et que tu vas partir en vacances et que exceptionnellement, tu as pris l'avion, mais que tu sais que tu fais hyper gaffe d'habitude, mais que dans ce cas de figure, pour une raison ou une autre, ben, tu as pris l'avion et que tu vas te retrouver tout de suite à dire: «Non mais là, alors j'ai pris l'avion, mais parce qu'en fait, moi j'ai décidé que je le prendrais une fois tous les 2 ans», et tu te retrouves à pédaler un peu dans la semoule, aussi parce que tu as pas envie que la personne elle t'étiquette. Moi, je me suis rendu compte de ça un petit peu avec, le féminisme, notamment. J'ai passé un week-end chez une amie et on était en train de parler d'organisation pratique. Comment on allait s'organiser pour, le repas. Son partenaire n'était pas à la maison, donc mon amie est une femme en couple hétérosexuel. C'est important pour l'histoire puisque elle me disait: «On va attendre qu'il rentre et il fera la vinaigrette», il étant son partenaire. Moi, je réagis pas parce que c'est une information et j'ai pas d'avis du tout là-dessus et donc mon amie sort de la pièce et dans les 2 secondes, elle revient dans la pièce et puis elle me dit: «Enfin, je suis capable de faire une vinaigrette, mais» et puis elle ressort de la pièce et puis elle re-rentre et elle me dit: «Enfin, je sais même pas pourquoi je te précise ça, enfin, je sais que tu sais que je suis capable, je sais pas pourquoi je m'excuse» et c'est drôle parce que du coup, j'ai pu avoir cette conversation avec mon amie qui m'a dit: «Oui, je sais pas pourquoi je me suis excusée de ça», et donc j'ai dit: «Bah, ouais, mais tu sais, j'ai plusieurs amies qui font parfois attention à ce qu'elles disent, devant moi et qui vont s'excuser d'une chose, enfin, je veux dire dans ma vie, je suis pas que militante, quoi, je des fois juste, je j'ai pas d'avis sur qui fait la vinaigrette, en fait, tu vois? Des fois jeux vidéo, des fois jeux vidéo, mais La la plupart plupart du du temps, temps, je je vis ma vis ma vinaigrette. vinaigrette. Exactement, un hit. Moi, c'est marrant, j'ai jamais eu, ce cas de figure, mais j'imagine que, ça illustre la manière dont tu es perçue comme la militante sur ces sujets-là et ça traduit une volonté, voire peut-être, une crainte, ça dépend des moments, mais de la part de tes amis d'être perçue, par toi d'une certaine façon. Ouais, bah, c'est aussi ce que j'en lis. C'est comme si j'étais censée les valider alors que moi-même, tu vois, je suis un être humain qui apprend tous les jours. Moi aussi, parfois, je suis en conversation avec des amis que je considère plus calés que moi sur ces sujets-là et du coup, j'essaye de pas m'excuser tout le temps, tu vois? Parce que je vois ce truc-là et je me dis: «Mais en fait, si moi je m'excuse, elle, à qui elle s'excuse?» Et enfin, tu vois? Et ainsi de suite et finalement, on va tout être en train de s'excuser auprès de la personne qu'on trouve plus militante que nous pour qu'elle nous donne la gommette de la militante. Et ça va franchement, s'informer, c'est assez de travail et de fatigue, sans qu'en plus, dans les espaces sécurisants et sécurisés que sont nos amitiés, on soit obligé de tout le temps rappeler que nous aussi on sait comment c'est d'être une bonne personne et ce qu'il faut faire pour être une bonne personne. Je pense d'autant plus quand on passe quelques jours, le week-end, les vacances, ce que tu veux, chez nos amis. C'est pas, est-ce que le partenaire fait ou la vinaigrette ou pas, qui va déterminer si on observe de notre regard affûté un déséquilibre dans la charge mentale. Complètement. C'est tellement plus qu'une vinaigrette. C'est tellement malheureusement, c'est tellement plus qu'une vinaigrette, si c'était que ça. Tout ça pour dire genre, je vois le côté, se polisser. Bon là, je prends cet exemple-là, mais ça peut être, vis-à-vis d'autres choses, mais je pense que nos amis et nous-mêmes d'ailleurs, on peut lire, notamment sur la question des engagements et du militantisme, beaucoup dans des phrases qui sont moins lourdes de sens que, «Ah bah, je vais prendre l'avion pour partir en vacances». Tu es mon ami, si on a déjà parlé écologie ensemble, par exemple, si on est sur la même page et que je le sais, j'ai pas besoin que tu te justifies auprès de moi de prendre l'avion parce que je sais que ça enlève rien à, ton engagement pour l'écologie, par exemple. Autant sur les traits de personnalité dont on parlait au tout début de cet épisode, on disait: «Bah, ça coince quand tu me perçois d'une manière qui est contraire à ce que je crois que je suis». Autant sur les attentes, on parlait de projeter de soi sur les autres et là, dans cette histoire de posture, j'ai vraiment l'impression que c'est une question de: «Je veux être vue comme ça, j'aimerais être vue comme ça». Parfois, c'est un peu inconscient aussi. Enfin, moi, je trouve ça hyper difficile, à admettre, Franchement, c'est dur parce que genre moi, je sais qu'il y a des choses, où j'aimerais bien être perçue d'une manière ou d'une autre, genre j'en ai conscience. J'en ai conscience, j'en suis pas fière, mais en même temps, je vois pas genre, j'ai pas non plus prévu d'endiguer cette envie, tu vois? Je suis là genre: «Oui, c'est pas ouf.
Bon, bah, écoutez, on fait ce qu'on peut. Donc Bah, c'est vrai qu'en plus, on a quand même aussi fait un épisode sur, la pression sociale qui peut découler des amitiés et puis ce qu'on a envie d'être souvent, c'est des choses qu'on sait qui peuvent créer une pression sociale. Tout à l'heure, je parlais de la meuf, curieuse qui parcourt le monde, ben, tu vois, on sait bien que quand on a envie d'être perçu comme étant cette personne, bah, c'est aussi parce que c'est perçu comme cool. enfin, oui et puis si je t'explique que, je prends l'avion mais tu comprends, c'est la seule fois en 2 ans, c'est aussi parce que je sais que ce sujet-là, il t'est important. Dans le cas de figure d'une amitié, je vois ça aussi un peu comme et je sais ce qui est important pour toi et je crache pas dessus. J'ai envie que tu saches que je suis aussi avec toi, même si, bah, parfois mes décisions, elles traduisent autre chose, tu vois? C'est pas toujours le cas, hein, parce que parfois il y a des gens qui ramènent leurs fraises, sans qu'on ait rien demandé et on n'est pas amis et ils viennent quand même se justifier, ça c'est un autre cas de figure. «Moi, je mange moins de viande». Eh ben, c'est super, mais moi je voulais juste pas de poulet dans mon assiette. Vraiment, c'est tout ce que je demandais. Pour savoir si, c'est une forme de respect de ce que tu sais qui est important pour la personne ou, si c'est juste que tu es en train de ramener ta fraise pour rien. Je pense que, une astuce, une solution, une voilà, J'adore le mot quel une astuce. astuce, ça peut être de prendre quand même un temps d'introspection pour se demander quelles étiquettes on a tendance à coller à nos amis. Par exemple, on parlait tout à l'heure des écueils de certaines séries dans la représentation des bandes. En fait, je me dis qu'on peut se servir de ça aussi pour se poser la question de quelles étiquettes on colle à nos amis. Par exemple, si je prends Sex and the City, je prends mes amis et j'essaye de les mettre, voilà, toi t'es plutôt Miranda, toi t'es plutôt Charlotte. Ça peut marcher avec plein d'autres séries, plein d'autres choses. Ça marche aussi très bien avec, les maisons de Harry Potter. Donc, il est plutôt Gryffondor, il est plutôt Serdaigle et c'est un peu plus, vaste que Sex and the City en fait en termes de valeurs qui sont attribuées dans les maisons. C'est des valeurs aussi un peu plus positives. Moi récemment, j'ai sous la douche, j'ai eu une idée de génie, probablement fortement influencée par la situation, politique française, on va pas se mentir. Je me suis dit, parce que je suis une grande idéaliste et que j'aime penser qu'on pourrait reconstruire le monde mieux, je me suis dit: «Si moi je devais nommer des gens au gouvernement, qui est-ce que je nommerais où? Bah, en fonction de leurs capacités ou de leurs intérêts. Par exemple, j'ai des amis qui sont très engagés dans l'écologie, qui ont fait du bénévolat pour des associations, écologiques. Ben, elles, forcément, elles étaient, candidates pour, le ministère de la transition écologique. Parce que je connais pas non plus, 12 000 000 de personnes. J'ai aussi ratissé un petit peu large, pour pouvoir avoir des gens à mettre, partout. J'aimerais aussi dire qu'il y a des ministères qui sont peut-être très utiles, mais qui sont d'un manque de sexiness incroyable et pour lesquels il a été plus difficile de trouver des gens. Mais du coup, c'était une manière intéressante de voir pourquoi est-ce que je plaçais telle personne-là. Par exemple, ma ministre de la justice, elle est pas du tout juriste, mais de ce que je connais d'elle, je sais qu'elle a un grand sens de la justice d'une part, je sais qu'elle a songé pendant un temps explorer la piste du droit pour finalement en choisir une autre. Mais donc du coup, je me dis: «Ah bah si elle, elle était ministre de la justice, et bah, elle ferait certainement des choses très bien» et c'est un exercice que je vous invite tous à faire parce que c'est très drôle. Voilà. Claire m'en a parlé au moment où elle le faisait ce jeu et évidemment elle m'a embrigadée là-dedans, elle m'a emportée dans son truc. Je pense que c'était d'autant plus intéressant, en tout cas pour moi, de le faire avec elle parce que du coup évidemment j'ai aussi formé mon gouvernement. Moi je vous encourage à le faire avec quelqu'un qui connaît une grosse partie de votre entourage, qui a une idée de qui est qui dans votre vie. Par exemple, pour certaines des amies de Claire, bah, j'étais un petit peu étonnée, genre: «Ah bon, mais pourquoi elle?» Ce qui était très cool aussi, c'est qu'évidemment j'ai semé le chaos dans son jeu parce que pour certains des ministères, pas sexy dont elle parlait tout à l'heure, j'étais là genre: «Non, non, celui-là c'est hors de question, je le mixe avec celui-ci et et je le vire, il dégage» Nul, nul. et on s'est prêté des gens aussi. On Oui, s'est bah, ça, c'est parfait. Moi, du coup, mon cercle social, il est plus, «arty» entre guillemets, donc j'ai des gens qui sont beaucoup dans des domaines créatifs, donc ça veut dire que, bah, quand même pour mes ministères, c'est un petit peu gênant parce qu'il y a tout un tas de trucs pour lesquels il faut plus que être capable de créer des choses incroyables. Mais oui, non, du coup, c'était vraiment aussi intéressant. Aussi pour notre amitié, pour notre relation, en fait. C'est pour ça que j'encourage aussi vivement à le faire avec quelqu'un ou en parler avec quelqu'un. Parce que ça m'a permis aussi d'apprendre à voir comment tu perçois certains de tes proches. Et puis, ben, certains de mes proches, je te les prêtais volontiers dans ton gouvernement. Et d'autres où je pense que ça aurait été un mauvais match. Et c'est aussi intéressant, du coup, de voir ça, tu vois. Puis aussi de se dire, «Ah cette personne elle est très qualifiée dans ce domaine-là, mais en vrai, est-ce que c'est pas trop de stress et trop de responsabilité à un ministère? Peut-être on mixe ça avec quelqu'un d'autre, comme ça elles pourront donner le meilleur d'elles-mêmes». Super gouvernement, je l'ai sur mon téléphone avec moi et puis quand ça va pas, je le regarde et je rigole. Franchement bon exercice qui donne un petit peu la pêche en ces temps.
Ouais et qui permet quand même vraiment aussi de se rendre compte, de l'image qu'on peut avoir de certains de nos amis et des étiquettes qu'on leur colle, mais aussi parfois positivement au sens où, ben, je crois vraiment en toi pour ça. Oui et puis, par exemple, de certaines qualités qui s'expriment à travers, certains aspects. Par exemple, pour le ministre des Transports, on tu m'as prêté quelqu'un que je connais un peu, mais où je me suis dit: «Bah oui, c'est sûr, en fait, de ce que je connais de cette personne, elle est carrée, elle est responsable, elle est sérieuse et ingénieuse, enfin, elle est futée, quoi, donc c'est sûr». Et comme c'est une personne qui fait aussi partie, de ton entourage, pas proche, mais de ton entourage, voilà, c'est intéressant pour toi d'apprendre à la découvrir à travers moi aussi. Et bah, tout ça pour dire que, du coup, finalement, ces étiquettes qu'on peut avoir, nous pour nos amis ou que nos amis peuvent avoir pour nous sont pas toujours, négatifs. Je pense que ça peut être aussi un bon, support. À condition qu'on les enferme pas dans, cette perception qu'on a d'elles et eux et qu'on ne les lise pas avec une grille de lecture unique et immuable. Immuable, je pense que c'est un mot vraiment important parce que pour moi, une étiquette est pas si négative à partir du moment où on laisse, aux personnes à étiqueter la chance de changer, qu'on se laisse surprendre positivement par, leur choix de vie, ou par des traits de leur personnalité qu'on découvre et là je reviens à cette, pièce de puzzle dont j'ai parlé déjà, dans un précédent épisode où pour moi, ben, quand je découvre un trait de la personnalité de mes amis, qui me surprend, je dis: «Ah bah tiens, c'est une nouvelle pièce de son puzzle», comme si mon ami était un puzzle infini et que notre relation me permet régulièrement de découvrir des nouvelles pièces, de ce puzzle. Si on voit ça comme ça, c'est peut-être plus facile aussi de dire à nos amis, parfois, ben: «Ah non, mais tu sais, j'ai changé, peut-être que tu m'enfermes dans une case là et que ça me correspond plus». Ouais, mais c'est pas si évident. Les copines d'abord, c'est fini pour aujourd'hui. Si notre travail te plaît et que tu crois aussi que l'amitié peut insuffler de la force dans nos quotidiens, La meilleure manière de nous soutenir, c'est de laisser 5 étoiles et un avis, de nous suivre sur Instagram @lescopinesdabord.podcast et surtout de l'envoyer à l'amie à laquelle tu as pensé en écoutant cet épisode.